Donc il y a une partie qui concerne en fait l'architecture J2E, donc c'est ce que nous avons commencé la dernière fois, notamment avec Spring, avec l'injection des dépendances et le développement d'applications basées sur l'écosystème de Spring, etc. Et après il y a une partie, donc un élément de module qui concerne ce qu'on appelle les middleware. Donc architecture J2E et middleware, donc ça concerne principalement comment créer les systèmes distribués. Donc, comme je disais, donc c'est une partie qui est très importante pour vos spécialités, en tout cas. Et donc, je vais essayer donc de commencer cette science-là. D'abord, bien sûr, la dernière fois, on a fait un peu la base de l'injection des dépendances et l'inversion de contrôle. Et donc, vous avez une activité pratique que vous allez trouver sur Classroom. Donc, il va falloir travailler ça à tête tranquille. Comme ça, on va dire le lundi prochain, je serai absent, je ne serai pas là. C'est pour la prochaine séance. Et donc, mais en même temps, on va essayer donc de commencer la deuxième partie qui concerne les systèmes distribués. Donc, l'objectif en fait de ce cours-là, oui, allez, bonjour. Allez-y, allez-y. Donc, l'objectif de ce cours, c'est en fait de travailler ensemble les différentes technologies, les différents concepts fondamentaux qui sont liés au système distribué. Bon, nous allons revenir à la base, qui est la programmation réseau, parce qu'en fait, c'est la base des systèmes distribués. Donc, je pense que en premier semestre, le dernier cours que vous avez fait dans la programmation, c'est le Java, c'est les sockets, les threads. Donc, ça tombe bien, parce que c'est là où on va commencer. Donc, on va dire à faire un petit pas en arrière, pour rappeler un peu ces concepts de base. Et par la suite, donc, nous allons voir les différences qu'on appelle middleware, passant par RMI, Corba, gRPC, les web services, les différentes catégories du web service, les systèmes distribués synchrones, asynchrones. Donc, il y a des choses que nous allons faire cette année, mais il y a d'autres choses que nous allons essayer donc de travailler l'année prochaine. Bien. Alors, pour commencer d'abord, on va d'abord parler en fait, des modèles de communication distribuée. Alors, bon, l'idée principale, c'est quoi? C'est que vous avez une application, une application qui se trouve dans une machine, qui a besoin de communiquer avec une autre application qui se trouve dans une autre machine. Alors, pour cela, c'est-à-dire c'est des applications distribuées. Alors, ces deux applications peuvent être développées avec le même langage, comme ils peuvent être développées avec des langages qui sont différents. Alors, bien sûr, pour faire communiquer des applications distribuées qui sont distribuées dans plusieurs machines, nous aurons besoin d'utiliser un protocole réseau. Donc, la communication, c'est un protocole réseau qui va se charger de ça. Alors, bien sûr, sans ces protocoles réseau, il n'y a rien. Hein. C'est que finalement, on oublie que parfois, quand on développe, c'est pas grâce à ces protocoles réseau que nos applications sont capables de communiquer entre elles, etc. Donc, je rappelle juste au niveau des protocoles réseau, donc il y a deux modèles notamment, des protocoles qui sont très utilisés, donc le protocole TCP et UDP. Alors, je rappelle juste qu'en fait, le protocole TCP, pour l'utiliser, on utilise une API qui s'appelle Socket. Donc, c'est ce que nous allons beaucoup travailler. Et après, pour utiliser le protocole UDP, on va utiliser ce qu'on appelle des datagrammes. Je rappelle également que le protocole TCP, c'est un protocole qui fonctionne en mode connecté. Alors, mode connecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le protocole TCP, une application se connecte. Il se connecte vers un serveur, une autre application. Une fois qu'elle est connectée, on va voir si c'est une affaire des sockets. Une fois que la connexion est établie, la connexion reste permanente et après le client et le serveur vont rentrer dans une conversation. Requête-réponse, on peut échanger, etc. etc. Et à la fin, quand on veut arrêter la conversation, on va se déconnecter. C'est comme si vous appelez quelqu'un par téléphone, vous allez l'appeler, une fois que vous l'avez, tout simplement vous restez en mode en ligne, hein, connecté. Et pendant pendant que la connexion est établie, donc les clients, les applications distribuées peuvent échanger des requêtes-réponses.
Alors, la majorité des protocoles que vous connaissez dans les applications, HTTP, FTP, etc., tous les protocoles quasiment que vous utilisez, c'est des protocoles qui sont basés sur, bien sûr, le protocole TCP. Alors, donc, TCP, c'est un protocole qui fonctionne en mode connecté. Deuxièmement, avec le protocole TCP, il vous garantit que tous les paquets qu'on envoie vont arriver à destination. Donc, c'est-à-dire, lui, en cas d'erreur, c'est lui qui va se charger de corriger les erreurs, de réenvoyer les paquets. L'essentiel, c'est pour l'application. Il n'a pas à se casser la tête là-dessus. C'est que vous envoyez des paquets et après, donc il va se charger donc c'est-à-dire d'expédier ça vers la destination. Vous avez la garantie que tous les paquets que vous envoyez arrivent à destination. On ne perd aucun paquet, sinon la communication s'arrête, d'une manière générale. La troisième des choses, c'est que avec le protocole TCP, vous avez également la garantie que tous les paquets que vous envoyez dans un ordre vont arriver dans le même ordre. C'est-à-dire que en fait, vous envoyez des paquets dans un ordre X, ben, tout simplement, vous avez la garantie qu'ils vont arriver à destination dans le même ordre. C'est-à-dire que l'application destinataire, ce n'est pas à elle de réorganiser les paquets, mais ils arrivent dans le même ordre. Donc, ce qui fait que pour les applications, c'est plus pratique généralement de travailler avec TCP, notamment dans beaucoup d'applications. Vous allez souvent utiliser ce protocole-là, c'est quasiment inévitable. Mais par contre, le protocole TCP, quand il s'agit d'envoyer une grande quantité de données, comme par exemple le streaming vidéo, le streaming audio, ben, ce protocole-là, donc, c'est trop lourd. On ne peut pas faire, par exemple, le streaming vidéo en temps réel avec TCP. Alors, généralement, ça prend beaucoup de... En fait, quand il y a une grande quantité de données, donc le TCP, donc, c'est pas bon. Alors, c'est pour cela, d'ailleurs, donc, quand on a une grande quantité à échanger, comme par exemple le streaming vidéo, donc, on utilise le protocole UDP. Alors, je vous donne faites juste un petit calcul. Si vous prenez par exemple le cas si vous prenez une vidéo numérique, là où il y a 1 minute, ok, 1 minute, vous avez 25 images par seconde. Parce qu'en fait, les vidéos numériques, en fait, il y a la cadence. Alors, standard, 30 images par seconde, 25 images par seconde, etc. Vous avez 25 images par seconde et vous avez une résolution, par exemple, on va faire quelque chose de plus simple. Chaque image, c'est 640 x 480 pixels. Et chaque pixel est codé sur 3 octets, 24 bits. « 24 bits, ça veut dire quoi? 3 octets. Supposons que vous utilisez le modèle RVB, c'est-à-dire chaque pixel donc, est rouge, vert, bleu, donc vous avez 24 bits. Donc, ce qui fait qu'avec 24 bits, vous pouvez coder jusqu'à 2 puissance 24 couleurs, c'est-à-dire 16 millions de couleurs. Alors, supposons que vous avez ça. Et après, vous voulez calculer 1 minute de vidéo, combien ça pèse en termes de mémoire. Alors, faites un petit calcul. Alors, il y a déjà combien de pixels? Vous avez 640 multiplié par 480. Alors, ici, il y a combien de pixels? Ça, c'est le nombre de pixels par image, n'est-ce pas? Alors, chaque pixel, il occupe combien d'octets? Fois 3. Alors là, vous avez chaque image, il y a le nombre d'octets. Alors maintenant, il y a combien d'images par seconde? Donc, vous multipliez par 25 images par seconde. Et maintenant, combien de secondes nous avons? Nous avons 1 minute. C'est-à-dire multiplié par 60 secondes. Alors, si vous faites un calcul, si quelqu'un a une calculatrice, ben, tout simplement, vous allez trouver, voilà, vous dépassez 1 gigaoctet. C'est plus d'1 gigaoctet. En octet, divisé par 1024, ça vous donne en kilo-octets, etc. Donc, ce qui fait
plus d'un gigaoctet en mémoire. Alors bien sûr, ici, je ne fais pas de la compression, parce que normalement, la vidéo numérique, on ne peut pas la transmettre si on ne fait pas de compression, et là, ça c'est autre chose. Mais c'est juste pour vous dire que, par exemple, quand vous faites le streaming vidéo, il y a beaucoup de données. C'est vraiment, ça vous arrive souvent d'utiliser YouTube, n'est-ce pas? Vous cliquez et vous commencez à voir la vidéo numérique, c'est énorme. La quantité de données qui sont envoyées, c'est énorme. Alors, c'est pour cela qu'en fait, TCP, dans ce genre d'application, donc ça ne marche pas. Donc, généralement, on a besoin d'utiliser plus un autre protocole qui est le protocole UDP. En fait, UDP, c'est un protocole qui fonctionne d'abord en mode déconnecté. Premièrement, il est en mode déconnecté. Deuxièmement, avec le protocole UDP, vous n'avez pas la garantie que tous les paquets que vous envoyez arrivent à destination. C'est-à-dire avec le protocole UDP, quand vous envoyez des données, vous faites du streaming pour envoyer par exemple les données, et il se peut qu'il y a des paquets qui sont perdus. Troisièmement, c'est que les paquets que vous envoyez, vous n'avez pas la garantie qu'ils vont arriver dans le même ordre. C'est normal, parce que c'est avec ça que le UDP devient très rapide. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ce contrôle ordonné, etc. Donc ce qui fait qu'il devient très rapide. Alors c'est très pratique pour des applications comme par exemple le streaming audio et vidéo. Alors pour la vidéo par exemple, si par exemple parmi les 25 images par seconde, s'il y a une image qui n'arrive pas, c'est pas grave. Parce que quand on fait le streaming vidéo, c'est qui consomme la vidéo généralement, c'est l'être humain, n'est-ce pas? Alors à l'œil, vous ne ferez jamais la différence entre 24 images par seconde et 25 images par seconde. C'est-à-dire la vidéo que vous recevez, il y a des données parfois qui sont perdues, mais vous ne ferez jamais la différence. C'est-à-dire c'est pas grave si on perd quand vous parlez à quelqu'un au téléphone, si jamais il y a un petit bruit, etc., que vous perdez des données, n'est-ce pas? Mais ça ne va pas vous empêcher à recevoir la communication. C'est-à-dire, en fait, on tolère la perte de quelques informations. Bien sûr, le taux de perte des paquets, il n'est pas très important. Donc, ce qui fait que pour les applications comme le streaming vidéo et audio, donc c'est parfait. Donc, c'est une bonne... c'est-à-dire, c'est la solution qu'il faut utiliser. D'accord? Mais généralement, quand on fait du streaming vidéo, il faut faire les deux. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le protocole TCP, c'est pour négocier au départ. C'est-à-dire, je me connecte avec TCP, on va négocier d'abord un échange, comme quoi, voyez, je suis prêt, tu es prêt, etc. Une fois qu'on est prêt, on va basculer en mode UDP pour commencer à envoyer les données. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Alors donc le protocole TCP par contre on va l'utiliser, c'est-à-dire que si par exemple quand vous êtes dans des applications, on va échanger les données entre les systèmes distribués, les données structurées à part la vidéo et l'audio. On n'a pas le droit de perdre un bit d'information. Si vous envoyez des structures des données, mais la base est une autre, il ne faut pas perdre un bit de l'information. Donc ce qui fait que là il faut absolument utiliser TCP. Donc, généralement, quand on échange les données structurées, donc c'est le protocole TCP qui doit être utilisé. Bien. Alors maintenant, pour créer des applications distribuées, donc vous avez, donc dans un premier temps, il va falloir d'abord s'arrêter sur les sockets, comment créer les modèles, les différents modèles de programmation réseau. Donc, on va en parler tout à l'heure. Mais après, par la suite, pour créer les systèmes distribués d'entreprise, généralement, il va falloir utiliser des solutions qui permettent de faciliter aux applications de faire cette communication. Parce que si vous voulez tout le temps, à chaque fois que vous voulez faire dialoguer des applications, vous allez basculer vers les sockets et les threads, c'est trop lourd, c'est trop dur. Donc ce qui fait que généralement, on va utiliser ce qu'on appelle les middleware. Alors en fait, les middleware, c'est quoi en fait? Middleware, c'est une couche logicielle. C'est une couche logicielle que votre application va utiliser et qui va permettre à votre application de communiquer avec une autre application qui se trouve dans une autre machine. Donc, autrement dit, ce n'est plus votre application qui va utiliser les sockets, les threads, les entrées-sorties. C'est le middleware qui va se charger de ce travail. Alors, maintenant, donc, parmi ces middleware, donc, il y a plusieurs solutions que nous allons souvent utiliser dans les systèmes distribués.
Alors, on va en parler. Donc, il y a deux modèles. Il y a le modèle de communication synchrone et asynchrone. Alors, il va falloir d'abord qu'on explique donc ces deux modèles. Alors, dans le modèle de communication synchrone, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une application A pour qu'il puisse communiquer avec une application B. Bon, l'application A, il va établir une connexion vers l'application B. Une connexion, ça veut dire que c'est une socket. Ça veut dire que si l'application B n'est pas démarrée, il n'y a pas de communication. Et si la connexion est établie, l'application A envoie une requête vers l'application B, request. Et quand l'application A envoie une requête vers l'application B, l'application A attend le retour. C'est-à-dire que l'application A, elle est bloquée jusqu'à ce qu'elle reçoive la réponse. Donc, j'envoie la requête et j'attends la réponse. C'est-à-dire que tant que la réponse n'arrive pas, et bien, tout simplement, l'application A va être bloquée. C'est pour cela qu'on dit que la communication synchrone, c'est une communication qui est bloquante. Dès que vous envoyez une requête vers une application, eh bien, tout simplement, votre application est bloquée. Bon, après, on va voir quels sont les différents modèles. Alors ça, c'est la communication synchrone. Alors, parmi les middleware, généralement, qu'on peut utiliser pour créer des applications distribuées, donc on peut citer d'abord, on va dire, les standards. Alors, les standards, donc il y a RMI et Corba. En fait, RMI, Remote Method Invocation, c'est quoi? C'est un middleware qui permet de créer des applications orientées objets distribuées. Java. Créer des applications orientées objets distribuées. Alors vous allez maintenant, on va souvent parler de la programmation orientée objet distribué. Alors c'est quoi la différence entre une application orientée objet et une application orientée objet distribué? Ben, la différence c'est quoi? C'est que dans une application orientée objet, tous les objets de l'application se trouvent dans la même machine. Quand vous démarrez une application, il va créer des objets dans la mémoire. Et chaque objet peut faire appel aux méthodes d'un autre objet. Il suffit d'avoir l'adresse mémoire ou bien la référence mémoire. Bon, un objet peut communiquer avec un autre objet. Donc c'est ça la programmation orientée, une application orientée objet. C'est que tous les objets se trouvent dans le même espace mémoire. Alors qu'une application orientée objet distribuée, ben c'est une application orientée objet dont les objets ne se trouvent pas dans la même machine. C'est-à-dire que c'est une application, il y a un objet dans une machine A qui a besoin de communiquer avec un objet dans une machine B. Pour qu'un objet qui se trouve dans une machine puisse faire appel à un objet qui se trouve dans une autre machine, c'est ce qu'on appelle appeler les méthodes, c'est-à-dire un objet A qui fait appel aux méthodes d'un autre objet qui se trouve dans une autre machine. C'est le terme généralement ce qu'on appelle RPC, c'est-à-dire Remote Procedure Call. C'est-à-dire c'est l'appel de méthode à distance. L'appel de méthode à distance. Faire appel aux méthodes d'un objet à distance. Alors pour faire ça, vous devrez savoir que dans Java, il y a une solution qui existe dans Java depuis la version 1.1 de Java, depuis très longtemps, avant les années 2000. Vous étiez où encore? Ok. C'est pas la crèche, c'est pas le... Non? Non, c'est en 1996. 1996. 96, vous n'étiez pas encore... Il y en a parmi vous ceux qui sont en cours de conception. Alors, donc, RMI, Remote Method Invocation, c'est un middleware qui permet de créer des applications orientées objets distribuées Java. Ça veut dire quoi avec RMI? Avec RMI,
si vous avez un objet Java dans une machine, pour qu'il puisse faire appel aux méthodes d'un autre objet Java qui se trouve dans une autre machine, ben sachez que RMI permet de résoudre ce problème. Il est déjà depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais par contre, RMI, donc, il est fait pour les applications Java. C'est les applications distribuées Java. C'est-à-dire qu'avec RMI, je ne peux pas faire communiquer une application Java avec une application C++. Ce n'est pas fait pour ça. Alors, c'est la raison pour laquelle, à l'époque, toujours avant les années 2000, on utilisait un middleware qui s'appelait Corba. Common Object Request Broker Architecture. Donc, Corba donc, c'est un middleware comme RMI qui permet de créer des applications orientées objets distribués. Alors, pas forcément orientées objets, on va voir. C'est des applications distribuées. Mais sauf qu'avec Corba, les applications peuvent être multilangages et multiplateformes. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec Corba, la seule solution à l'époque pour faire communiquer des applications développées avec des technologies différentes, avec des langages différents, c'était Corba. Donc, ce qui fait qu'avant les années 2000, quasiment toutes les entreprises dans le domaine industriel, la finance, les banques, etc., c'était vraiment l'époque 98, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'entreprises qui utilisaient Corba parce que c'était la solution. Et vous devrez savoir, il y a encore dans les banques, etc., il y a encore des systèmes qui fonctionnent à base de Corba. Alors pourquoi il faut en parler? C'est vrai, maintenant c'est-à-dire ce n'est plus d'actualité, mais il y a des systèmes qui fonctionnent toujours avec Corba. Donc ce qui fait que dans les stages PFE, j'en ai vu pas mal de stages PFE dans lesquels on trouve des choses comme des sujets comme la migration de Corba vers gRPC. Ou bien la migration de Corba vers Web Service, SOAP, REST, etc. N'est-ce pas? Donc ça c'est tout un écosystème. Donc voilà, donc on peut dire que RMI Corba, c'est les standards des systèmes distribués. À l'époque, c'est avec ça que l'architecture J2E, c'est comme ça qu'il s'est lancé. Donc avec RMI, on arrivait à créer facilement des applications distribuées. Donc Corba, c'était pareil. Alors, sauf qu'à partir des années 2000, donc il y a une nouvelle génération qui est venue pour donner une alternative à Corba, c'est ce qu'on appelle les web services, tout simplement. Alors, les web services ont commencé à partir des années 2000, c'est pour donner une alternative à Corba. C'est-à-dire qu'avec les web services, la même chose, c'est créer des applications distribuées, multilangage et multiplateforme. Sauf qu'avec les web services, c'est plus léger et c'est plus simple que Corba. Pourquoi? Parce que Corba, c'était un middleware qui est lourd à mettre en œuvre, alors qu'avec les web services, vous allez voir généralement que c'est plus simple. Alors, c'est quoi l'idée principale des web services? Alors, l'idée principale des web services, c'est quoi? C'est d'utiliser le protocole HTTP. C'est-à-dire, le protocole HTTP, c'est quelque chose qui fonctionne partout. Hein. Tous les langages, toutes les applications sont capables d'envoyer des requêtes HTTP, n'est-ce pas? Et bien, tout simplement, avec les web services, on va profiter du protocole HTTP, qui est quasiment un acquis pour tous les systèmes, que ce soit embarqué ou là, les mobiles ou là, des applications, n'importe quelle application est capable d'envoyer des requêtes HTTP. Donc, on va utiliser le protocole HTTP, c'est pour échanger des messages, entre les applications distribuées. C'est-à-dire que avec HTTP, on va transporter un message d'une application qui se trouve dans une machine vers une autre application qui se trouve dans une autre machine. Vous savez très bien quand vous envoyez une requête HTTP, quand on envoie la requête HTTP, dans la requête, il y a le corps de la requête, n'est-ce pas? Alors, dans le corps de la requête, je peux envoyer un message, n'est-ce pas? Et quand je reçois la réponse HTTP, la même chose. Dans la réponse, il y a le corps de la réponse. Et le corps de la réponse, il peut transporter également un message. Donc, l'idée principale du web service, c'est quoi? C'est utiliser le protocole HTTP, c'est pour transporter des messages entre les applications distribuées. C'est pour échanger des messages entre les applications distribuées, c'est-à-dire faire parler
faire dialoguer les applications distribuées en échangeant des messages. Alors, maintenant, ces messages-là, ils vont être rédigés en quel format? Bon, la première génération des web services, la première génération du web service, il est basé sur un protocole qui s'appelle le protocole SOAP, Simple Object Access Protocol, qui est un protocole qui consiste tout simplement à utiliser le protocole HTTP, notamment 1.1, pour échanger des messages, cette fois-ci au format XML. C'est-à-dire le protocole SOAP, à l'époque, il n'y avait que XML. C'est-à-dire à l'époque, au début des années 2000, XML, c'était, on va dire, c'était la révélation, c'était le boom des années 2000. C'est-à-dire XML, c'est devenu un standard. Et du coup, donc, SOAP, il a utilisé XML. Et du coup, donc, le protocole SOAP, c'est quoi? C'est un protocole qui consiste à échanger des messages XML entre les applications distribuées. Ouais, donc, les messages XML, ils sont transportés en utilisant le protocole HTTP. C'est-à-dire SOAP, c'est faire communiquer des applications distribuées en échangeant des messages qui sont au format XML. Et ces messages XML sont transportés via des requêtes et des réponses HTTP. C'est ça, le principe. Alors bien sûr, le détail, on va le voir après, mais ça, c'est juste une idée principale. C'est clair? Bon, après, juste après le SOAP, il y a une deuxième génération des web services qui sont les web services RESTful. REST ou bien RESTful. Alors en fait, le protocole SOAP, il avait un inconvénient. Ça marche. Maintenant, ça marche aussi quand vous allez passer en entreprise. Vous trouverez toujours qu'il y a toujours des web services basés sur SOAP qu'on utilise pour faire communiquer les backends des applications. C'est-à-dire c'est inévitable parce qu'il a des avantages. Bon, l'avantage de XML, c'est qu'il y a également ce qu'on appelle les schémas XML, c'est-à-dire les données échangées sont quasiment structurées, c'est-à-dire avec les schémas XML, on a la garantie que les données échangées respectent un format bien déterminé. C'est parce qu'il y a les schémas XML, c'est ça l'avantage de la technologie XML. Mais par contre, XML, il a un inconvénient. Alors, l'inconvénient principal de XML, c'est que c'est un langage qui est, on dit que XML, il est bavard. Vous savez ce que le bavardage? Le bavardage. Alors, bavard, ça veut dire que avec XML, si vous voulez envoyer un message, il faut écrire beaucoup de trucs, beaucoup de balises, n'est-ce pas? Il est verbeux, beaucoup de blabla, parfois pour vous transmettre une information. Alors ça, c'est l'inconvénient de XML. Alors c'est pour cela, par la suite, on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas toujours utiliser le protocole HTTP, mais échanger des messages, mais pas forcément XML. C'est-à-dire ne pas être obligé d'utiliser XML, on peut utiliser d'autres formats qui sont plus légers que XML. C'est particulièrement le format JSON. Le format JSON, c'est un format qui est né du JavaScript dans la base. Parce que JSON, c'est JavaScript Object Notation. C'est-à-dire c'est un format qui était utilisé dans la base dans JavaScript pour créer des objets. Mais après, on a aperçu que ce format-là, il est séduisant. On peut l'utiliser pour échanger des données entre les applications. Et donc, c'est la deuxième génération des web services. Ça s'appelle les web services RESTful. Alors, RESTful, c'est quoi l'idée principale? C'est toujours d'utiliser HTTP 1.1. C'est pour échanger des messages entre les applications. Sauf que ces messages-là, cette fois-ci, on n'est pas obligé d'utiliser XML. Et on n'est pas obligé d'utiliser JSON. C'est-à-dire on peut utiliser n'importe quel format. Et du coup, donc, c'est quoi l'idée principale d'un web service RESTful? Un web service RESTful, c'est un web service. Par exemple, quand j'envoie une requête vers un service RESTful pour consulter un employé, je peux par exemple lui dire je veux l'employé en format XML. Et le serveur, il va m'envoyer les données au format XML. Il y a un autre qui va lui demander je veux l'employé au format JSON. Il va lui envoyer le résultat au format JSON. C'est-à-dire, en fait, le format, ça dépend du client. C'est ça l'idée principale. C'est-à-dire, le client, quand il demande quelque chose, c'est à lui de dire je veux ce résultat, mais à quel format? XML ou bien JSON?
Alors bien sûr, XML, c'est rarement utilisé. On l'utilise que dans des cas particuliers. Dans la majorité des cas, c'est le format JSON qui est utilisé. Alors juste pour vous donner un détail important, c'est dans la requête HTTP, il y a un header qui s'appelle accept. Vous savez, quand vous envoyez une requête HTTP, il y a un header qui s'appelle accept. Alors dans accept, si je mets application/XML, ça veut dire quoi? Ça veut dire je demande au web service, donne-moi le résultat au format XML. Et si je mets application/JSON, ça veut dire je veux le format JSON. Mais bien sûr, à condition que le web service supporte les différents formats. Donc, ce qui fait qu'on peut dire que REST, en termes d'échange de données, c'est beaucoup plus rapide que SOAP. Donc, ce qui fait que REST, il devient le standard souvent entre le back-end et le front-end. Si vous créez une application web ou bien une application mobile, il ne faut jamais utiliser XML. XML, c'est trop lourd, n'est-ce pas, pour le front-end. C'est-à-dire, généralement, quand on fait la communication entre le front et le back-end, généralement, on va utiliser plutôt REST et non pas SOAP. Mais par contre, entre les services back-end eux-mêmes, alors là, on peut utiliser SOAP comme on peut utiliser REST. Mais SOAP n'est jamais utilisé entre le back-end et le front-end. C'est clair? Alors, au fait, les choses ont évolué encore à partir de 2015. À partir de 2015, donc, il y a une troisième génération du web service qui s'appelle GraphQL, qui a été créée par Facebook notamment. Alors, en fait, l'inconvénient de REST, il y a encore REST, il a un inconvénient. C'est quoi? Avec REST, quand je demande, par exemple, supposons que je suis un client. J'ai un web service REST qui permet de consulter un employé. N'est-ce pas? J'ai un web service qui permet de consulter un employé. Supposons que la classe employé, c'est une classe dans le back-end qui contient 50 attributs. J'ai la classe employé avec le ID, le nom, le prénom, l'adresse, n'est-ce pas? Ça veut dire la classe employé, il y a beaucoup d'attributs, 50 attributs. Donc, supposons que j'ai créé un web service qui permet de retourner un objet employé. Ça veut dire que moi, en tant que client, quand j'envoie une requête pour consulter l'employé, je reçois l'objet employé au format JSON avec tous les attributs. Je reçois les 50 attributs de employé. Même si je n'en ai pas besoin. Alors souvent, d'ailleurs, ce que vous faites dans les applications web, vous envoyez une requête vers un web service, vous récupérez beaucoup de données, mais après, vous affichez quelques données. Par exemple, quand je consulte un employé, bon, j'ai besoin d'afficher que le nom, le prénom, son adresse et quelques attributs, et le reste, j'ignore, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'avec REST, le client ne peut pas demander, ne peut pas préciser quels sont les attributs qu'il veut. C'est-à-dire, avec REST, je ne peux pas demander au web service, s'il te plaît, donne-moi un employé, mais donne-moi que le code et le nom. N'est-ce pas? Ou bien un autre va lui demander, donne-moi, je veux consulter l'employé, mais je veux que le salaire et la date de naissance. Avec REST, on ne peut pas faire ça. Avec REST, vous dites, je veux employé, il vous donne l'objet employé. Après, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez. N'est-ce pas? Donc, ce qui fait qu'avec REST, l'inconvénient, c'est encore quoi? C'est qu'avec REST, eh ben, le client, les applications clientes qui consomment les web services REST reçoivent beaucoup de données dont ils n'ont pas besoin. Donc, c'est-à-dire, on charge un peu le réseau, n'est-ce pas? On transporte beaucoup de données, mais parfois, surtout quand vous créez une application web et mobile, l'application web, vous avez besoin d'afficher beaucoup de détails pour l'employé. Mais pour l'application mobile, vous avez besoin d'afficher quelques informations parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour afficher tout ce que vous voulez. Donc, ce qui fait qu'avec REST, même l'application mobile, quand il consulte un employé, il va recevoir tous les attributs de l'employé. Est-ce que vous voyez l'inconvénient? La troisième génération donc, du web service, donc c'est GraphQL. Et bien, tout simplement, il est venu pour ça, pour résoudre ce problème. Mais c'est quoi ce problème-là? C'est tout simplement de donner la possibilité à l'utilisateur, au client, de préciser, quand il consomme une ressource, c'est de préciser quels sont les attributs dont il a besoin. C'est-à-dire qu'avec GraphQL,
Je peux par exemple demander à un web service GraphQL, donne-moi un employé, je veux que le code et le nom. Il y a un autre qui va demander, je veux l'employé, mais je veux le salaire et la date de naissance. Donc ce qui fait qu'avec GraphQL, c'est dans la requête HTTP, on précise les attributs qu'on souhaite recevoir. Quand je consomme une ressource, je consulte une ressource, je précise quels sont les attributs que je veux consommer. Alors, autrement dit, c'est ce qu'on appelle une projection. C'est-à-dire, avec GraphQL, on peut faire une projection via le web. Vous savez très bien que le terme projection, c'est quelque chose que vous avez appris dans le modèle relationnel. N'est-ce pas? Le modèle projection. Projection, c'est quand vous faites select le nom, virgule, prénom, from, ça veut dire vous précisez que vous voulez que le nom et le prénom. Donc ça veut dire que vous faites une projection. Et ça, en SQL, on savait le faire. Avec SQL, on fait des projections. Mais par contre, via le protocole HTTP, via SOAP, on ne fait pas de projection. Via REST, on ne fait pas de projection. Mais GraphQL, on peut faire une projection. C'est-à-dire que le client, c'est lui qui demande, qui peut préciser quels sont les attributs dont il a besoin. Alors ça donne donc une troisième génération. Donc ce qui fait, on peut encore dire que REST, c'est plus optimisé que, plutôt GraphQL, c'est encore plus optimisé que REST. Et c'est encore plus optimisé que, REST est plus optimisé que SOAP. Alors, la quatrième génération du web service, donc après, par la suite, en 2018. Donc, vous voyez, donc, on a commencé de 2000 jusqu'à 2018. La dernière génération du web service a été créée par Google. Alors, c'est ce qu'on appelle gRPC. Alors, gRPC, c'est tout simplement, c'est le G que vous voyez là, c'est le Google. Google RPC. RPC? Remote Procedure Call. Je n'ai pas dit quelque chose ici. Avant RMI, il y avait quelque chose qui s'appelait RPC. Avant RMI. Et vous regardez gRPC, c'est quoi? C'est un bac. C'est un. C'est quoi? C'est un retour vers. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre pour les gens qui ont fait toutes ces technologies-là. On a l'impression qu'on revient vers quelque chose qui marchait très bien. Sauf qu'on va le faire fonctionner d'une meilleure façon. Ben justement, en fait, gRPC, Google, a créé une nouvelle génération des web services qui va encore faire mieux que GraphQL et que REST, que SOAP. À quel niveau? C'est d'abord au niveau du format d'échange de données. Le format. Alors, vous savez que XML, JSON, nous avons dit que JSON, ça prend moins d'espace que XML. Mais il y a un problème dans JSON. Dans JSON, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui cloche. Si vous regardez un message JSON, regardez ce slide-là, il résume le tout. Supposons que j'ai ici un web service, ok? Un web service qui consulte par exemple des produits. On va imaginer que dans la base de données, chaque produit est défini par son ID, le nom et le prix. OK? Et du coup, donc, j'ai ici un web service, par exemple, développé avec Java. Et j'ai ici une application qui est développée en Python. Et après, donc, le web service, l'application cliente Python, il va envoyer une requête HTTP vers le web service pour lui demander, je veux, par exemple, un produit. N'est-ce pas? Alors maintenant, si on utilise SOAP, si on utilise le protocole SOAP, quand j'envoie la requête vers le web service, je demande le produit, il va me retourner quoi? C'est du XML. Mais regardez ce XML. Donc, c'est-à-dire, ici, supposons que dans ma base de données, il y a deux produits. Donc, mon message XML, donc il y aura ça. Produit. Donc, ça, c'est la racine de XML. Il y a un élément XML product, ID, name, price. Ça, c'est le premier produit. N'est-ce pas? Après, il y a le deuxième produit. Et après, slash products. Alors, vous voyez bien ici, donc ça, c'est XML.
C'est ce que je disais tout à l'heure. XML, c'est un peu un langage qui est bavard. Alors, si vous regardez la capacité en termes de stockage de ce message XML, vous allez trouver, c'est parce que c'est du texte. XML, c'est du texte, c'est 279 octets. C'est 279 caractères. Alors que si vous utilisez REST, au lieu d'utiliser XML, on va utiliser le format JSON. Mais regardez dans JSON, cette fois-ci, quand il s'agit d'un tableau, on va utiliser donc les crochets comme ça. Et après, chaque produit, ça va être un objet de JSON. Ça, c'est le premier produit. Il y a l'accolade ID, name, price. ID, name, price. Alors ici, donc, si vous regardez la capacité de ce message JSON, vous allez trouver 90 octets. Donc clairement, donc, le format JSON, ça prend moins d'espace que XML, n'est-ce pas? Mais après, JSON, c'est du texte également. Et on voit clairement que dans JSON, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui cloche? Regardez, les noms des champs. C'est ce que votre collègue vient de dire. C'est les clés, les noms des champs, ils se répètent. Alors si vous regardez bien ici, vous avez ID, là vous avez ID, name, price. C'est-à-dire, supposons que vous avez une liste qui contient 1000 produits. Ça veut dire, vous avez les noms des champs, ils vont se répéter 1000 fois. Imaginez que le nom, par exemple, le champ par exemple, name, il est codé sur 10 octets. 10 octets. Ça veut dire que finalement, 10 fois 1000, c'est 10 000 octets. C'est-à-dire, vous perdez 10 000 octets rien que parce qu'on duplique les champs. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait généralement des mathématiques, qui fait de l'optimisation, ben, il va vous dire, c'est pas normal, n'est-ce pas? Ben, justement, c'est ce qu'il a fait Google. Ben, il a créé un nouveau protocole qui s'appelle protocole buffer. Il y a un effet. Protocole buffer. Alors, en fait, avec protocole buffer, qu'est-ce qu'on va faire? Il va tout simplement, d'abord, on va attribuer un numéro à chaque champ. C'est-à-dire, on va définir ce qu'on appelle la structure du message qu'on va échanger. Bah, on va dire que ici, on va échanger un message de type product. Et dans un produit est défini par son ID qui est de type int. Ça, c'est du gRPC. Hein. OK? Name qui est de type string et le prix qui est de type double. Mais regardez, dans le gRPC, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le champ ID, on va lui donner comme numéro 1. Le champ name, on va lui donner le numéro 2. Price, on va lui donner le numéro 3. Donc, c'est-à-dire que le client et le client qui va recevoir ce message, ben, il a juste besoin d'avoir ce fichier-là. Il sait très bien que un produit, le champ 1, ça représente ID. Le champ numéro 2, ça représente name. Ben, il dit que donc, quand je vais spécifier dans mon message les champs, ben, je ne vais pas utiliser les noms des champs, je vais utiliser les codes des champs. Ben, il dit que donc, vous allez trouver par exemple ici 1, au lieu d'envoyer ID, donc je vais utiliser par exemple le champ 1, sa valeur c'est 1, le champ 2 c'est la valeur telle, le champ 3 c'est sa valeur, le champ 4, etc. C'est-à-dire au lieu d'utiliser, de consommer les noms des champs qui prennent beaucoup d'espace, donc on va les coder par des codes, des numéros. Alors, en plus de cela, on ne va pas utiliser du texte, on va utiliser le mode binaire, c'est-à-dire le message protobuf, c'est un tableau d'octets. Donc, ce qui fait que protocole buffer, ça prend beaucoup moins d'espace que JSON. Donc, si vous regardez, vous allez trouver à peu près 25 octets, un peu moins. C'est-à-dire que, en quelque sorte, en termes de format d'échange de données, le protocole buffer, ça prend moins d'espace que JSON. Et JSON, ça prend moins d'espace que XML. Alors, je vous donne juste, on va dire, des grandes lignes. Mais après, il va falloir qu'on étudie tout ça, c'est-à-dire gRPC, SOAP, REST, etc. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est juste un petit point avant de prendre la pause. Je reviens vers gRPC, j'ai oublié quelque chose d'important. Bon, il n'y a personne qui a posé la question. Voilà. Alors,
tous les web services, donc vous voyez donc le SOAP, REST, GraphQL, sont basés sur le protocole HTTP 1.1. Le protocole HTTP 1.1, c'est un protocole qui fonctionne en mode ce qu'on appelle half duplex. Half duplex. Ça veut dire quoi half duplex? Ça veut dire qu'avec HTTP 1.1, la communication se fait dans un seul sens. C'est-à-dire c'est toujours le client qui demande au serveur. Avec HTTP 1, donc avec HTTP 1, le client se connecte, il demande au serveur une requête, le serveur lui envoie la réponse. Dès que le client reçoit la réponse, il ferme la connexion. Donc c'est toujours le client qui demande au serveur. J'envoie la requête, je reçois la réponse. Ça veut dire qu'avec HTTP 1, le serveur n'a aucun moyen de contacter le client quand il veut. C'est toujours le client qui déclenche la communication. C'est comme si, par exemple, vous répondez aux appels. Quand quelqu'un vous appelle, vous répondez, vous lui donnez la réponse, et après, vous raccrochez. Donc, c'est-à-dire, si vous avez des informations à lui donner, vous n'avez pas de moyen. Pourquoi? Parce que HTTP 1.1, dès que le client reçoit la réponse, il raccroche. Donc, avec HTTP 1, le client et le serveur ne peuvent pas, c'est-à-dire que le client ne peut pas envoyer des données alors que le serveur est en train d'envoyer d'autres données. Donc, c'est le principe requête, réponse, question, réponse. Donc, c'est pour cela qu'avec HTTP 1, si vous voulez créer une application web de chat, vous avez besoin d'utiliser les WebSockets, n'est-ce pas? Le WebSocket. Le WebSocket, c'est-à-dire que vous utilisez HTTP 1, vous récupérez une page HTML qui contient du JavaScript. Et avec JavaScript, vous allez créer une socket, une connexion JavaScript vers le serveur. Et cette socket-là, elle est permanente. Et quand la socket est ouverte en permanence dans votre application JavaScript, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à n'importe quel moment donné, le serveur peut vous envoyer des données. N'est-ce pas? Alors ça, c'est une limite de HTTP 1. Alors que HTTP 2, vous remarquez que gRPC, lui, il utilise HTTP 2. Et HTTP 2, lui, c'est un protocole qui fonctionne au full duplex. Alors, full duplex, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec HTTP 2, la communication se fait dans les deux sens. Dès qu'un client se connecte, il garde la connexion permanente, il ne les ferme pas. Et pendant que la connexion elle est permanente, à n'importe quel moment donné, le client peut envoyer des données vers le serveur, et à n'importe quel moment donné, le serveur peut envoyer des données vers le client. Et ça, c'est beaucoup mieux pour les systèmes distribués. Donc, c'est-à-dire que pour faire communiquer les backends de façon réactive, alors gRPC, c'est beaucoup mieux. Parce qu'également, on va bénéficier c'est-à-dire du protocole HTTP2, qui est un protocole qui fonctionne au full duplex. Et en plus de cela, avec HTTP2, lui, les données échangées, c'est des données binaires. Ce n'est pas du texte. Ce n'est pas comme HTTP1. Avec HTTP1, les requêtes HTTP, c'est du texte, la réponse, c'est du texte. Alors qu'avec HTTP2, les données sont en mode binaire. C'est des tableaux d'octets. Donc, c'est beaucoup plus rapide. C'est pour cela qu'avec protocole buffer, ça marche. Donc, ça, c'est pour tout ça, c'est les protocoles RMI, Corba, SOAP, REST, GraphQL, gRPC. Alors, tout ça, c'est de la communication synchrone. Alors, en fait, la communication synchrone, c'est une communication, comme je disais, qui a l'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'elle est bloquante. Mais après, parfois, on a besoin de faire ce qu'on appelle une communication asynchrone. Alors, pour faire une communication asynchrone, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle des middleware orientés message. MOM. Alors, dans ces middleware orientés message, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'application 1 et l'application 2 vont communiquer, mais via un intermédiaire, via un middleware, un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est ce qu'on appelle un broker.
Alors, parmi les brokers qui sont très utilisés par les entreprises, donc on peut citer des brokers comme RabbitMQ, ActiveMQ, Kafka. Alors, tout ça, c'est des brokers qui sont réellement, qui existent dans les architectures des applications d'entreprise. Alors, sans doute, c'est-à-dire le dernier, c'est-à-dire le plus puissant, c'est Kafka. Donc, lui qui va profiter de l'écosystème du Big Data. Généralement, donc avec Kafka, donc c'est fait vraiment pour échanger une grande quantité de messages entre les systèmes distribués. Donc ça, on aura également l'occasion de voir par la suite comment ça va marcher. Mais c'est quoi l'idée principale? Regardez bien. Alors, l'idée principale, c'est que moi, je suis un client. Je suis une application. Et je prends mademoiselle, le prénom Soukaina. Voilà. Moi, je veux communiquer avec Soukaina. Bon, en fait, pour communiquer de manière synchrone, regardez, synchrone, c'est direct. Alors, pour communiquer avec Soukaina de manière synchrone, je prends mon téléphone, je vais l'appeler. S'il accepte la connexion, je vais lui poser la question d'abord, requête, et j'attends la réponse. C'est-à-dire, si Soukaina n'est pas disponible, il n'y a pas de communication. On est bien d'accord? Ça, c'est la communication asynchrone. Alors maintenant, pour communiquer de manière asynchrone, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais communiquer avec Soukaina via un intermédiaire. Omeima. Alors, Omeima, il va jouer ce qu'on appelle le rôle de broker. Alors, broker, c'est quoi son travail? Regardez bien. Quand je vais envoyer un message à Soukaina, ben, je l'envoie vers Omeima, qui est le broker. Donc, j'envoie un message vers le broker. Et Omeima, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, quand il reçoit le message, il va le regarder. Il va regarder si Soukaina est connecté. Alors, si Soukaina est connecté, il va lui délivrer le message. N'est-ce pas? Il va lui envoyer le message. C'est-à-dire que ici, on va parler de la messagerie instantanée. Donc, j'envoie le message. Automatiquement, il y a Soukaina qui va recevoir le message. C'est ce que vous faites avec les SMS et WhatsApp, n'est-ce pas? Donc, avec WhatsApp, quand vous écrivez un message, vous l'envoyez, votre message, il est à destination du broker. OK? C'est-à-dire, votre message, vous l'envoyez vers un broker WhatsApp. C'est un serveur. Et ce broker WhatsApp, qu'est-ce qu'il fait? Ben, généralement, tous les messages que vous envoyez, ben, le broker, il va les poser dans des boîtes à lettres. Ah, donc, les boîtes à lettres, c'est ce qu'on appelle des files d'attente. Alors, c'est quoi le rôle de ces boîtes à lettres? C'est que quand j'envoie un message, si par exemple le destinataire n'est pas disponible, eh bien, tout simplement, on va le déposer dans sa boîte à lettres. En quelque sorte, c'est une file d'attente, un queue. Ce qui fait que même si la destination n'est pas disponible, ça ne va pas m'empêcher de lui envoyer les messages. Donc le broker, il est tout le temps disponible, donc il reçoit les messages, il les met dans des boîtes à lettres. Et dès que le destinataire se connecte, ben, automatiquement, il reçoit les messages. C'est-à-dire le broker pousse les messages vers le consommateur. Donc c'est le même mécanisme que vous utilisez quand vous travaillez avec WhatsApp, n'est-ce pas? Alors après, on va voir en fait qu'il y a deux types de files d'attente. Il y a ce qu'on appelle les queues et les topics. Alors en fait, le queue, le queue, il est utilisé pour faire une communication one-to-one. C'est-à-dire avec queue, quand j'envoie un message, ben ce message, il va être consommé une seule fois. C'est-à-dire qu'avec une boîte à lettres de type queue, il est destiné pour une seule personne. Quand il y a un message qui arrive, ben, il va être consommé par une seule fois. Supposons que j'ai plusieurs applications. Supposons que j'ai plusieurs applications qui écoutent le même queue. C'est comme si vous avez plusieurs personnes qui utilisent la même boîte à lettres. N'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, quand un message arrive vers le queue, ben, il y a un seul qui va recevoir
le message. Le prochain message, c'est le suivant. L'autre message, c'est le suivant. C'est à tour de rôle. C'est-à-dire que le queue, il utilise un load balancer, n'est-ce pas? C'est à tour de rôle. Donc, en fait, le modèle queue, c'est un modèle qui est utilisé, c'est pour distribuer les tâches. C'est distribuer des tâches. Donc, forcément, par exemple, supposons que vous avez plusieurs machines qui vont faire des traitements de tâches. Alors, quand j'envoie la première tâche, il va être donné à une machine. La prochaine tâche, c'est l'autre machine qui va la traiter. C'est comme ça qu'on peut répartir les tâches. Donc ça, c'est queue. Il est fait pour distribuer des messages. Mais le message, il va être consommé une seule fois. Alors qu'en fait, Topic, c'est un queue. C'est une boîte à lettres, si vous voulez. Donc, qui permet de faire une communication one-to-many. Donc, s'il y a plusieurs consommateurs qui écoutent le même topic, à chaque fois que j'envoie un message vers le topic, bah, tous les consommateurs vont recevoir le même message. Il est dupliqué le message. C'est comme vous créez un groupe WhatsApp. Quand vous créez un groupe WhatsApp, vous êtes plutôt dans la logique du topic. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans le même groupe, dès qu'il y a un message qui arrive, tout le monde va le recevoir. C'est topic. N'est-ce pas? En fait, queue, c'est pas pour un seul individu, c'est pour, en fait, avec queue, le message, il est consommé une seule fois. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs individus qui ont le même queue, qui utilisent le même queue, dès qu'il y a un message qui tombe, il y a un qui va le recevoir. Alors, lequel? Généralement, il y a l'ordre, n'est-ce pas? Donc, quand il y a un message, donc, le premier va le recevoir, le prochain message, c'est le suivant, à tour de rôle. Bien sûr, dans les systèmes distribués, nous allons voir que les deux protocoles sont importants. Parfois, on va utiliser le modèle queue, parfois, on va utiliser le modèle topic. Donc, ça dépend des applications. Voilà, alors ça, c'est juste un peu, on va dire, un aperçu sur l'écosystème des systèmes distribués. Donc, vous voyez bien que si vous voulez travailler dans le domaine des systèmes distribués, sachant que tout ce qui marche maintenant, il est basé sur les systèmes distribués, donc vous allez trouver des choses comme ça. Donc, c'est la communication synchrone, la communication asynchrone. Dans la communication synchrone, donc, vous avez des modèles comme RMI, Corba, SOAP, REST, GraphQL, gRPC. Et dans la communication asynchrone, vous avez besoin d'utiliser un broker. Alors, parmi les brokers, vous pouvez, on peut citer le cas de Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ, etc. HornetMQ, il y a plusieurs. Hein. Après, on aura l'occasion de voir c'est quoi la différence entre ces brokers, parce que chacun, il diffère un peu en termes de performance. Et l'idée du broker, c'est quoi? Le broker, c'est pour garantir, c'est lui qui garantit que le message va être livré à un destinataire. Si vous voulez, le broker, c'est la poste. C'est exactement ça. Le broker, c'est la poste. C'est quoi le rôle de la poste? C'est délivrer le courrier. Moi, je suis une application, un client, je veux envoyer un courrier, qu'est-ce que je fais? J'écris un message et après, je vais le déposer dans une boîte de la poste, n'est-ce pas? Donc, vous avez une boîte, dans une boîte à lettres, si vous voulez. Et après, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le rôle du broker? C'est lui qui vous garantit, dès que vous déposez le message, vous n'êtes pas bloqué. Vous déposez la lettre et vous allez chez vous faire ce que vous voulez parce que vous savez très bien que vous avez la garantie. La poste vous garantit que votre message, il arrive à destination. C'est-à-dire que, par exemple, le facteur, il va chercher le destinataire. S'il n'est pas là, il va revenir une deuxième fois, etc. L'essentiel, c'est un peu l'idée principale. Donc, la particularité de la communication asynchrone, c'est une communication qui n'est pas bloquante. Donc, quand une application envoie un message, il fait autre chose. C'est-à-dire, je peux avoir une application qui utilise un single thread, et le thread, il doit faire beaucoup de choses. Dès qu'il envoie un message, il continue à faire son travail en attendant que la réponse arrive. OK? Mais par contre, si on utilise le modèle bloquant, avec un single thread, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, dès que vous envoyez la requête, le thread il est bloqué. Il ne peut rien faire jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites souvent quand vous envoyez des messages WhatsApp. Et ça, vous savez très bien le faire. Parfois, vous êtes en classe, vous suivez le cours, et rapidement, vous écrivez un message. Vous envoyez un message, n'est-ce pas? Et quand vous envoyez le message rapidement, vous suivez votre cours. Vous n'avez rien perdu. C'est-à-dire, vous n'êtes pas bloqué. Alors, pourquoi vous n'êtes pas bloqué? Parce que vous avez la garantie que votre message arrive à la destination. Qu'est-ce qui vous garantit ça? Ben, c'est celui-là. Il ne faut pas oublier que derrière, c'est ce qui fait le travail. Donc, vous envoyez le message, donc le broker va vous garantir qu'il va délivrer le message à destination. Et également, vous savez très bien que dès que le destinataire va lire le message, il va vous envoyer la réponse de la même manière. Il dit que donc, quand il y a une réponse, vous allez entendre une notification et vous regardez votre message et voilà. Alors, vous savez très bien donc, qu'il y a, dans votre vie, vous avez deux façons de communiquer, synchrone et asynchrone. Quelle est la meilleure façon d'après vous? Alors, vous savez, l'idéal, c'est-à-dire quand on fait de la communication asynchrone. Ça, c'est l'idéal. Parce que si vous faites de la communication 100% asynchrone, vous ne serez jamais bloqué. N'est-ce pas? Mais, malheureusement, parfois, il y a des gens qui ne savent pas communiquer en mode asynchrone. Ça vous arrive parfois où vous avez besoin de poser la question à quelqu'un, vous l'appelez par téléphone, n'est-ce pas? Parce que quand vous appelez par téléphone, c'est plus de la communication synchrone. Ben, vous l'appelez, il ne répond pas. Vous appelez une deuxième fois, il ne répond pas, troisième, quatrième, cinquième. Mais regardez bien, vous êtes bloqué pendant 30 minutes. Vous ne faites rien, n'est-ce pas? C'est que vous êtes en train de perdre votre temps. Alors que ça aurait été plus simple de faire quoi? Je lui envoie un message et je fais mon travail. Mais dès qu'il va lire le message, il répond, et bien tout simplement, on peut passer à la suite. Donc vous voyez, donc c'est pas... Alors, les systèmes distribués, la même chose. Donc, c'est-à-dire que dans les systèmes distribués, on va utiliser les deux. C'est-à-dire parfois, donc, il est plus pratique d'utiliser le modèle synchrone, et parfois, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser le modèle asynchrone. Et c'est quoi l'idéal? Alors, l'idéal, c'est la communication asynchrone. Et quand vous utilisez des systèmes distribués qui communiquent via un broker, on dit que ça, c'est ce qu'on appelle des architectures pilotées par les événements. Event-driven architecture. C'est une architecture pilotée par les événements. Donc, à chaque fois que je veux quelque chose, j'envoie le message. Si j'ai quelque chose, j'envoie les messages. Je reçois des messages. Et ça, c'est un système de communication non bloquant. Oui. Votre collègue, la question de votre collègue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, à quoi sert Q? Alors que topic, c'est un cas plus général. C'est une très bonne question. Non, mais regardez bien, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, le topic, ça inclut également le cas de Q. Je peux utiliser un topic pour faire une communication one-to-one. Effectivement, donc le Q est topic. Par exemple, quand vous travaillez avec ActiveMQ, vous avez dans GMS, vous avez Q et topic, n'est-ce pas? Mais quand vous travaillez avec Kafka pour lui, il n'y a que des topics. Alors Kafka est topic, avec topic, on peut faire les deux. Grâce à la notion de groupe, etc., vous allez voir, on peut utiliser le modèle Q et le modèle topic. Donc ça dépend en fait des brokers. Il y en a ceux qui vont utiliser ils font la différence entre les deux boîtes à lettres, mais effectivement, si on regarde bien avec topic, on peut faire les deux parce que ça c'est un cas plus général. Vous avez tout à fait raison. Mais ça c'est fait dans les protocoles de base. Mais c'est des protocoles en fait. C'est-à-dire même si vous avez une seule file d'attente de type topic, mais le protocole EAQ est topic. Bien. Alors maintenant, alors comment on va faire? Donc nous allons commencer d'abord par revenir d'abord sur la base des sockets. Okay. Les différents modèles de programmation réseau avec les sockets.
Et après, par là, si vous avez compris, donc on y va. Donc, on aura l'occasion de voir SOAP, les web services SOAP REST, parce que c'est les plus utilisés. GraphQL. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le cours de Spring, quand on travaille avec Spring, on va voir, souvent pour intégrer les web services SOAP, REST, GraphQL, gRPC, c'est des choses qui sont relativement très simples. Donc, c'est des choses qu'on va faire par la suite. Alors d'abord, dans la programmation réseau, donc, je vais revenir à sur quelque chose que vous connaissez. Alors c'est quoi la base de la communication si vous voulez créer une application client-serveur? Alors vous voulez créer une application client-serveur. Alors côté serveur, qu'est-ce que vous faites? Ben, il faut créer d'abord ce qu'on appelle un objet server socket. Alors new server socket, il vous spécifie le numéro de port. Alors généralement, vous démarrez l'objet server socket. Alors, c'est quoi le rôle de server socket? C'est un objet qui permet d'ouvrir un service d'écoute. Il écoute le réseau. Donc, il écoute ce qui se passe dans la carte réseau. Donc, il ouvre un service d'écoute et il écoute quoi? Il écoute les demandes de connexion réseau. S'il y a un client qui demande la connexion, eh bien, l'objet server socket qui va traiter cette demande de connexion. Alors, généralement, une fois que vous avez l'objet, pour pouvoir accepter une connexion, on fait appel à la méthode accept. Donc, server socket.accept. Alors, accept, c'est une instruction bloquante. Alors, ça veut dire quoi bloquante? Ça veut dire qu'une fois que vous appelez accept, l'application s'arrête. Il bloque. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'un client puisse demander une connexion. Alors maintenant, on va regarder côté client. Pour qu'un client puisse se connecter, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit créer un objet socket. Donc, connexion, ça veut dire je crée un objet socket, new socket. Et qu'est-ce que je spécifie? Deux informations. L'adresse IP et le port. Alors, quand vous créez un objet socket dans une machine, vous spécifiez l'IP et le port. Qu'est-ce qui se passe? Vous créez l'objet socket, et bien le protocole TCP dont je vous ai parlé, parce que ça, quand vous utilisez socket, vous utilisez le protocole TCP. Qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie une demande de connexion via le réseau. Après cette demande de connexion, il arrive vers la machine où se trouve l'application grâce à l'adresse IP, c'est-à-dire grâce au protocole IP. Donc, il va trouver la machine, mais quand il arrive vers la machine, ben, il y a beaucoup d'objets server socket, il y a beaucoup de serveurs dans une machine. Et chaque objet server socket a un numéro de port. Quel est celui qui va traiter cette demande de connexion? Et bien, tout simplement, c'est l'objet server socket qui a ce numéro de port. C'est comme si vous dites la carte réseau, c'est-à-dire le driver de la carte réseau. Dès qu'il y a une demande de connexion sur le port 1, 2, 3, 4, c'est elle qui fait appel à cet objet server socket. Et automatiquement, la méthode accept s'exécute. C'est-à-dire, dès qu'un client demande une connexion, la méthode accept va s'exécuter. Et quand il s'exécute, qu'est-ce qu'il fait? Il va générer un objet socket. Donc, c'est-à-dire, la méthode accept, quand il s'exécute, il génère un objet socket côté serveur. Alors, cet objet socket, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des informations sur le client. À savoir quoi? Il contient l'adresse IP du client et le numéro de port du client. OK? Alors maintenant, regardez bien. Côté client, vous avez socket. Côté serveur, vous avez socket. Et bien, ces deux sockets-là, ils sont connectés. C'est-à-dire quoi? Pendant toute la connexion, c'est les seuls objets qui vont permettre à vos applications de communiquer, c'est ces deux objets. Alors maintenant, une fois qu'on est connecté, maintenant, côté serveur, on a besoin de lire d'un objet qui nous permet de lire les données envoyées par le client et d'un objet qui permet d'envoyer la réponse. Et bien tout simplement, donc on va utiliser ici donc les objets input_stream, IS, égale à socket.getInput_stream. Donc ça permet de vous construire un objet de type input_stream. Donc avec input_stream, donc c'est l'objet que je vais utiliser pour lire les données envoyées par le client.
Et avec l'objet output_stream, s.getOutputStream, vous avez un objet avec lequel vous pouvez envoyer la réponse. C'est-à-dire un objet socket, il communique avec l'autre socket en utilisant input_stream et output_stream. Alors maintenant, maintenant le serveur, dès qu'il y a un client qui se connecte, on avance. On arrive là, on va utiliser input_stream.read. Read, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'attends. Le serveur attend que le client envoie une donnée. Donc vous voyez, donc la méthode read, c'est une méthode qui est bloquante. D'accord? Elle est bloquante, c'est-à-dire dès que le serveur arrive là, tout simplement, il ne peut rien faire. Hein. Il attend que le client envoie une donnée. Donc ce qui fait que le client, qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, quand il crée la socket, il crée l'objet input_stream, il crée l'objet output_stream, et après maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire le client? Il doit envoyer la requête. Donc en utilisant output_stream.write. Alors output_stream, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'envoyer donc la donnée. Et la donnée envoyée, qu'est-ce qu'il va la recevoir? C'est input_stream. Donc c'est-à-dire ici, on reçoit la donnée, NB. Ici, on va faire un petit calcul. Mais avant d'envoyer la réponse, il faut que le client, il doit attendre la réponse. C'est pour cela que le client, généralement, il envoie request et il attend la réponse. Alors ici, donc, read, ça veut dire j'attends une réponse. Ben, le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il prend le nombre, il le multiplie par exemple par 2 pour faire un petit calcul. Et après, il va envoyer la réponse. Alors, vous voyez, donc ça, c'est vraiment la base de la communication réseau. Toutes les applications, généralement, que vous utilisez, à peu près, ils font pareil. Donc, vous avez d'un côté serveur et de l'autre côté, c'est le client. C'est clair? Alors, ça, c'est le modèle de serveur client. Mais le serveur que nous avons créé là, ce n'est pas un vrai serveur. Pourquoi? Parce que ce serveur-là n'est pas capable de communiquer avec plusieurs clients en même temps. La preuve, ici, il y a une seule connexion. Si je fais accept, j'attends la connexion. Dès qu'il y a un client qui se connecte, j'attends qu'il m'envoie la requête. Là, je suis bloqué. Ça veut dire que, alors que je suis en train d'attendre la requête de l'autre client, s'il y a un autre client qui demande la connexion, il ne sera pas traité. Donc, ça, c'est pas vraiment un vrai serveur. C'est un serveur qui peut répondre à un seul client. Alors, bien sûr, pour pouvoir créer un vrai serveur, nous aurons besoin d'utiliser les threads. OK? Alors ici, donc, avec input_stream, output_stream, nous sommes en train d'utiliser ce qu'on appelle les entrées-sorties bloquantes. C'est des entrées-sorties bloquantes. Parce que quand vous utilisez input_stream.read, vous êtes bloqué. Et quand vous utilisez output_stream.write, tant que je n'ai pas terminé, je suis bloqué. Et quand vous utilisez les entrées-sorties bloquantes avec input_stream, output_stream comme ça, ben le seul moyen qui permet de communiquer avec plusieurs clients en même temps, c'est quoi? C'est d'utiliser le multi-threading, c'est-à-dire il faut créer plusieurs threads. Alors c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais après, nous allons voir que si on utilise des entrées-sorties non bloquantes, parce qu'après, il y a un autre modèle avec les entrées-sorties non bloquantes. Si on utilise des entrées-sorties non bloquantes, ben on va voir qu'avec un single thread, on peut traiter plusieurs clients en même temps. Donc, c'est-à-dire, nous avons deux modèles de serveurs que nous allons étudier. Bref, alors ici, donc, vous avez avec input_stream, quand vous appelez la méthode read, vous recevez ici un nombre, NB. Mais en fait, avec read, vous lisez un octet. Parce que input_stream, à chaque read, vous lisez un seul octet. Donc, si vous voulez lire, par exemple, une chaîne de caractères, donc il va falloir utiliser ce qu'on appelle les streams de traitement. Parce qu'en fait, dans les streams, il y a ce qu'on appelle les streams de communication, les input stream, output stream. Donc, pourquoi on les appelle les streams de communication? Parce que la socket, il communique avec input stream et output stream. Mais après, si je veux recevoir une chaîne de caractères, vous savez c'est quoi une chaîne de caractères? Une chaîne de caractères, ça veut dire que
je lis octet par octet, beaucoup d'octets. À chaque fois que j'ai 4 octets, c'est un caractère. Je compte, si vous voulez, il me faut un objet qui va compter. Je prends les octets, je lis les octets. Chaque fois que j'ai 4 octets, c'est un caractère. 4 octets, un caractère. Jusqu'à ce que je reçois le caractère de fin de ligne. Et là, je peux dire que, ici, donc, j'ai une chaîne de caractères. Alors, pour faire ce travail-là, donc, c'est-à-dire si vous voulez communiquer avec des chaînes de caractères, donc généralement, vous avez besoin d'utiliser d'autres classes que vous connaissez, comme buffered reader, print writer, etc. Mais avant ça, donc, le principe de base donc, de la communication, c'est ça. C'est que vous avez, quand vous dites un serveur, ça veut dire que vous avez un objet server socket. Alors, le client, ça veut dire quoi se connecter? Se connecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un objet socket créé côté client et un objet socket créé côté serveur. Une fois qu'on a la connexion, ben, le client, il envoie la requête. Et quand on envoie la requête, ça signifie il faut que le serveur il doit attendre la requête. Et après, par la suite, l'inverse. Pour que le serveur puisse envoyer la réponse, il faudrait que le client attende la réponse. Donc, requête-réponse, requête-réponse, requête-réponse. Et à la fin, donc c'est pour cela qu'on dit que TCP, c'est un protocole qui fonctionne en mode connecté. Il y a une connexion et après la conversation. Et à la fin, quand on veut arrêter la conversation, on va se déconnecter. Ça veut dire quoi se déconnecter? Voilà, on va détruire les sockets. Donc maintenant, dorénavant, si on vous pose la question, ça veut dire quoi établir une connexion? Alors techniquement parlant, c'est une affaire de socket, n'est-ce pas? Parce que parfois, quand on vous dit se connecter, on confond un peu les choses. Parce que se connecter, il y en a ceux qui vont vous dire se connecter, c'est s'authentifier. Se connecter, c'est envoyer une requête. Ou bien se connecter. Vous voyez, donc, ça veut dire quoi s'authentifier? C'est beaucoup de choses. S'authentifier, c'est un processus qui consiste à saisir un username et un mot de passe, se connecter vers un serveur, envoyer la requête qui contient un username et le mot de passe. Le serveur va vers la base de données, vérifier si l'utilisateur existe. S'il existe, il va ouvrir une session et après, il envoie le numéro de la session vers le client. C'est ça, s'authentifier. Donc, vous voyez, donc, dans s'authentifier, il y a beaucoup de requêtes. Il y a des requêtes, il y a la connexion, etc. La requête, c'est une partie d'une conversation, alors que la connexion, c'est quelque chose de... C'est-à-dire, on connecte les applications pour commencer un dialogue. Bon, après, donc, je vais faire ça en démo. Donc, ça, c'est l'exemple client-serveur. Alors, maintenant, si vous voulez envoyer et recevoir des chaînes de caractères, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous allez... Bon, supposons je crée un objet server socket. Accept, ça veut dire j'attends un client. Dès qu'il y a un client arrive, donc je crée l'objet input stream. C'est ça. Donc avec input stream, je peux lire des octets. Alors maintenant, pour pouvoir lire des caractères, on va utiliser un stream de traitement qui s'appelle input stream reader. Alors pour cela, je vais écrire l'objet input stream reader égale new input stream reader. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? C'est IS, input stream. Alors maintenant, si vous écrivez isr.read, qu'est-ce que vous faites en fait? isr.read, c'est que read, il va appeler la méthode read de input stream combien de fois? 4 fois. C'est comme s'il va demander à input stream, je lis un octet, je lis un deuxième octet, je lis un troisième, je lis un quatrième. Donc je prends 4 octets, c'est 32 bits, et après je vais dire ça c'est un caractère. Donc c'est-à-dire si vous voulez lire un caractère, vous pouvez utiliser input stream reader. Alors maintenant, si vous voulez lire une chaîne de caractères, on va utiliser maintenant buffered reader. De cette façon-là, new buffered reader de ISR. Donc on va le brancher à ISR. La même chose. Maintenant, si vous écrivez br.readline, readline, c'est-à-dire j'attends une chaîne de caractères. Ben, qu'est-ce qu'il va faire readline? Il va faire une boucle. Il va appeler la méthode read de input stream reader, n'est-ce pas?
elle-même, il va faire appel à la méthode read. Il dit que donc, quand il y a, à chaque fois qu'il y a un premier octet, un octet qui arrive, un deuxième, un troisième, un quatrième, alors ces 4 octets, ils vont être stockés dans un buffer ici, n'est-ce pas? Et après, dès que j'ai 4 caractères, 4 octets, et bien tout simplement, pour moi, c'est un octet, plutôt un caractère. Et après, je vais retourner un caractère ici, c'est 1. Et j'attends encore, j'ai 4 caractères, 4 octets, c'est un caractère. Bien tout simplement, ça veut dire que readline, il reçoit caractère par caractère jusqu'à ce qu'il reçoive le caractère de fin de ligne. Alors que si vous voulez envoyer une chaîne de caractères, donc il faut créer d'abord l'objet output_stream. Et après, on va utiliser printWriter. Alors printWriter, donc new printWriter, OS, c'est output_stream. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Alors en fait, ici, si vous mettez true, ça veut dire que je ne veux pas activer un buffer. Ça signifie quoi? Ça signifie que si j'écris pw.println, ça veut dire que je voudrais envoyer cette chaîne de caractères. Cette chaîne, elle va être envoyée directement vers le client. Alors que si vous mettez ici false, même si vous écrivez printline, ben la chaîne de caractères, elle ne va pas être envoyée tout de suite, mais elle va être stockée dans un buffer, dans une mémoire tampon, dans l'objet. Donc, c'est-à-dire vous pouvez faire printline, printline, printline plusieurs fois. Donc, les informations, elles restent dans le buffer. Et à la fin, on va appeler une méthode qui s'appelle flash. Flash, ça veut dire quoi? C'est flasher le buffer. C'est-à-dire tout ce que j'ai stocké dans le buffer, on va le refouler, on l'envoie vers le client. C'est clair? Alors maintenant, si vous voulez échanger les objets. Alors pour échanger les objets, donc c'est ce qu'on appelle la sérialisation. Alors si vous avez des applications Java qui communiquent, des applications Java, ils peuvent échanger des objets. Le fait d'envoyer un objet Java d'une application vers une autre, ça s'appelle la sérialisation. Alors pour sérialiser un objet, donc vous avez besoin de créer une classe, par exemple product. Il y a une condition dans Java pour qu'un objet soit sérialisable, il doit implémenter l'interface serializable. Vous voyez bien, je suis toujours en train de rappeler des choses que vous avez fait en premier semestre, mais c'est juste pour faire le bon départ. Donc j'ai ID, j'ai le name. Alors maintenant, pour faire la sérialisation, qu'est-ce que je fais? Donc, je crée d'abord l'objet output_stream avec socket.getOutput_stream. Et après, cette fois-ci, je vais créer un stream de traitement qui s'appelle object output_stream. Alors, object output_stream égale new object output_stream de OS. Alors, pour envoyer un objet, donc on va créer un objet, par exemple, product. P égale new product 1 computer. Alors, pour sérialiser cet objet-là, ben, j'utilise tout simplement object output_stream.write object P. Alors, qu'est-ce qu'il fait la méthode writeObject? Il va prendre l'objet de la RAM, de la mémoire, parce qu'un objet, il est défini par les attributs et les méthodes, n'est-ce pas? Ben, il prend l'objet de la mémoire, il va le convertir en un tableau d'octets. Vous voyez donc l'objet de la RAM, il devient quoi? Il devient un tableau d'octets. Et après, il va envoyer ces octets-là via output_stream. Parce que output_stream, lui, il n'envoie que des octets. Donc, c'est-à-dire, on envoie ici les différents octets de l'objet. Alors, de l'autre côté, maintenant, on va les recevoir. C'est-à-dire, l'autre application, il va recevoir ces octets-là avec input_stream. Alors, maintenant, comment faire la désérialisation? Alors, la désérialisation, donc, vous avez l'objet input_stream. Nous aurons besoin de créer l'objet object input_stream. Donc, vous voyez, donc, vous lui branchez donc l'objet is. Et pour attendre un objet, on va utiliser tout simplement object output_stream.readObject. ReadObject, c'est-à-dire j'attends un objet. Qu'est-ce qui se passe? Alors, supposons qu'il y a un objet qui arrive. Donc, c'est un tableau d'octets. Alors, tous les octets qui arrivent là, donc, ils vont être transmis vers object output_stream. Et object output_stream, il va prendre ce tableau d'octets, il va reconstruire
l'objet. Il va refabriquer l'objet. C'est ça la désérialisation. C'est comme si maintenant j'ai un objet qui est très grand. Pour vous l'envoyer, ben je vais le découper en plusieurs petits morceaux. C'est quoi ça? C'est la sérialisation. Je vous envoie morceau par morceau. Et après, une fois que vous recevez ces petits morceaux-là, vous allez reconstruire l'objet. C'est la désérialisation. C'est à peu près ça. Donc en tout cas, pour sérialiser, désérialiser un objet Java, donc vous utilisez Object Input Stream, Object Output Stream. Alors sans oublier que en fait, quand vous faites la sérialisation, il y a une condition. Il faut que la classe implémente l'interface serializable, parce que sinon, quand vous sérialisez, il va vous afficher une exception qui est not serializable exception, des choses comme ça. Comme quoi, cet objet ne peut pas être sérialisé. Alors, maintenant, ça, c'est quoi ça? Quand vous utilisez Object Input Stream, Object Output Stream, c'est la sérialisation binaire Java. C'est de la sérialisation binaire Java. C'est quoi l'inconvénient de la sérialisation binaire? C'est que là, je suis obligé d'avoir des applications Java. C'est pour créer des applications distribuées Java, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, quand on va travailler avec RMI, c'est comme ça qu'il fonctionne. Object Input Stream, Object Output Stream. Mais si vous voulez créer des applications multilangage, c'est-à-dire cross-platform ou bien multiplateforme, ben, on ne va pas faire la sérialisation binaire, mais on va faire la sérialisation en quoi? Soit XML, soit JSON, soit protocole buffer. Donc, c'est-à-dire l'idéal, c'est plutôt de faire la sérialisation XML, ou bien la sérialisation JSON, ou bien la sérialisation protobuf. OK? Parce que ces trois formats-là sont interopérables. Interopérables, c'est-à-dire que même si on a des langages différents, on arrivera à les faire communiquer. Alors, le client et le serveur que je vous ai montré tout à l'heure, nous avons dit que le client et le serveur que je vous ai montré tout à l'heure, ben en fait, c'est un serveur qui ne peut pas communiquer avec plusieurs clients, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous voulez créer un serveur qui est capable de communiquer avec plusieurs clients, donc il va falloir utiliser ce qu'on appelle le multithreading. Alors maintenant, c'est ce qu'on va voir. Alors pour vous parler d'un serveur multithread, je vous rappelle d'abord quelque chose que vous avez déjà fait, c'est la notion de thread. Alors il va falloir rappeler ça parce que c'est important. Alors quand vous lancez une application, dans un système, vous lancez plusieurs applications. Application 1, application 2, application 3. À chaque fois que vous lancez une application, vous lancez ce qu'on appelle un processus. N'est-ce pas? Et dans un processus, si vous voulez lancer plusieurs tâches en parallèle, vous voulez exécuter plusieurs tâches en même temps, ben le seul moyen, c'est d'utiliser les threads. C'est-à-dire, dans un processus, on peut lancer plusieurs threads pour demander d'exécuter plusieurs tâches en parallèle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le système d'exploitation, l'OS, c'est lui qui va gérer une file d'attente des threads. Alors, tous les threads que vous démarrez, ils ont besoin d'utiliser les ressources de votre ordinateur, à savoir le CPU. Imaginez qu'il y a un seul CPU dans votre ordinateur. Donc, techniquement, quand vous avez un seul CPU, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre ordinateur ne peut exécuter qu'une seule instruction à la fois. Donc, avec un CPU, on ne peut pas exécuter plusieurs instructions. Donc, ce qui fait que quand vous avez plusieurs threads que vous lancez dans votre machine, ils arrivent tous vers une file d'attente. Et qu'est-ce qu'il va faire l'OS? Il va faire ce qu'on appelle l'ordonnancement. Donc, il va prendre le premier thread, il va lui dire tu passes. Il va passer au CPU, il va rester quelques millisecondes, c'est rapide. Hein? Il va exécuter quelques instructions. Ensuite, il revient pour attendre. Alors, généralement, quand un thread passe vers le CPU, on dit qu'il est dans l'état exécutable. C'est-à-dire, il est en train d'utiliser le CPU. Mais à un moment donné, automatiquement, il va être suspendu. Il revient pour attendre la suite. C'est-à-dire, après, c'est le deuxième thread qui passe à utiliser le CPU. Pour quelques moments, il revient. À tour de rôle. N'est-ce pas? Alors, c'est comme si vous avez, on va dire, c'est comme si vous avez un robinet d'eau, n'est-ce pas?
un robinet, ou le CPU, et après vous avez beaucoup de personnes qui veulent boire de l'eau. Vous avez une file d'attente, n'est-ce pas? Alors regardez comment l'OS, comment il va faire. Donc nous avons deux façons de travailler. Donc la première, c'est quoi? Je fais passer la première personne, il va rester beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il prenne tout ce dont il a besoin, il part, et après le suivant, n'est-ce pas? Mais si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens qui sont derrière, ils vont commencer ils vont attendre beaucoup de temps, n'est-ce pas? Imaginez qu'ils sont très soif. Alors la deuxième solution, c'est quoi? C'est de dire, attendez, on va s'organiser. Donc quand quelqu'un passe au robinet, il a 2 secondes. Donc tu passes au robinet, 2 secondes, tu prends quelques gouttes d'eau, tu reviens à ta place. C'est à tour de rôle. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On va faire rapidement passer tout le monde 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, n'est-ce pas? Et après encore, on revient, la suite. Et si vous travaillez comme ça, vous aurez l'impression que tout le monde est en train de boire en même temps. Est-ce que vous voyez? Ben, c'est la même chose. Quand vous avez dans un ordinateur un seul CPU, c'est qu'en réalité, l'ordinateur ne peut exécuter qu'une seule instruction. Alors maintenant, grâce au principe de multiplexage et d'ordonnancement, ben, l'OS, il va faire passer les threads à tour de rôle, mais chaque thread, quand il accède au CPU, il va y rester quelques millisecondes, il revient, ainsi de suite. Donc on a l'impression que c'est un ordinateur parallèle. Mais ce n'est pas un ordinateur parallèle. Parce que quand vous avez un seul CPU, c'est une machine séquentielle, ce n'est pas une machine parallèle. Mais supposons que vous avez 2 CPU, ou bien 4 CPU. Par exemple, vous avez une machine avec 4 cœurs. 4 cœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 4 unités arithmétiques et logiques. Ça veut dire que techniquement parlant, il peut exécuter combien d'instructions à la fois? 4. Ça veut dire qu'il y a combien de files d'attente dans l'ordinateur? 4 files d'attente. C'est comme ça, vous avez 4 robinets. Donc on va créer combien de files d'attente? 4. Ça va être beaucoup plus rapide. Et là, il y a une chose qui est très importante. Supposons que votre application utilise un single thread. Un seul thread. Il exploite combien de CPU dans l'ordinateur? Un seul. C'est-à-dire que dans une application, si vous voulez exploiter le maximum de tous les CPU, vous avez intérêt à utiliser plusieurs threads. Mais après, on va parler de ça. Donc, je vous rappelle que pour créer un thread dans Java, vous avez syntaxiquement, vous avez 2 façons de faire. Soit vous créez une classe qui implémente l'interface runable et vous redéfinissez la méthode run, ou bien vous créez une classe qui hérite de la classe thread. Alors, maintenant, si vous voulez créer un thread en utilisant task implémentation 1, ben, il suffit d'utiliser new task implémentation 1.start. Alors, quand vous créez un objet de cette classe, automatiquement, vous créez un thread. Et le seul moyen pour démarrer un thread, c'est d'utiliser la méthode start. Je vous rappelle que la méthode start, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 choses. Je te demande les 2 choses. La première, c'est que d'abord, il va démarrer le thread au niveau système, parce que le thread, il va passer à la file d'attente pour attendre son tour. C'est ça, start. Start, c'est-à-dire, tu prends ta place dans la queue. Et après, la méthode start, automatiquement, il fait appel à la méthode run. C'est-à-dire, finalement, quand vous faites start, vous exécutez automatiquement la méthode run. Alors, donc, ça, c'est la première syntaxe. La deuxième syntaxe, c'est de créer un objet de... Alors, si vous avez une classe qui implémente l'interface runable, vous faites new thread. Il faut créer un thread d'abord. Et qu'est-ce que vous lui transmettez comme paramètre? Un objet de la classe qui implémente l'interface runable, c'est-à-dire new task implémentation 2. Et après, vous appelez la méthode start. Donc, ça veut dire que syntaxiquement, vous avez 2 façons pour créer les threads. Soit new, vous instancez une classe qui hérite de la classe thread, ou bien vous créez un thread et vous lui transmettez un objet d'une classe qui implémente l'interface runable. Donc pour la deuxième syntaxe, au lieu de faire ça, on peut faire tout simplement new thread. Et après, on va utiliser les expressions lambda. C'est une fonction run ici, si vous voulez. Après, on peut utiliser donc directement le code. Alors ça, c'est juste une simplification, donc on va en parler tout à l'heure.
Alors maintenant, si vous voulez un serveur multithread, donc comment le créer? Alors pour créer un serveur multithread, donc vous aurez besoin d'abord de démarrer votre serveur. Et dès que vous démarrez votre serveur, alors vous voyez ici donc dans notre cas, on va créer un serveur qu'on va appeler multithread server extend thread. Et dans la méthode main, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire appel à new multithread server.start. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand vous faites new multithread server.start, ça veut dire que vous démarrez un thread 1. Et la méthode start va exécuter automatiquement la méthode run. C'est-à-dire dès que point start, automatiquement c'est la méthode run qui va s'exécuter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans le serveur? Il faut d'abord créer un objet server socket. OK? Alors l'objet server socket, il est créé. Maintenant, il faut que le serveur, il va rentrer dans une boucle. Oui? Ça veut dire quoi une boucle? Ça veut dire qu'il doit être capable d'attendre les connexions à n'importe quel moment donné. C'est pour cela qu'on va utiliser while true. À chaque fois, on va utiliser server socket.accept. Alors, si vous faites while true server socket.accept, ça veut dire que là, je suis bloqué, c'est vrai. Mais dès qu'il y a une connexion, quand je fais accept, j'accepte une connexion, je reviens pour encore attendre une nouvelle connexion. C'est-à-dire la méthode accept va s'exécuter dans une boucle infinie comme ça. Dès que je connecte un client, je reviens encore vers accept. Alors, c'est ce qui va se passer. Donc, quand un client demande une connexion, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir démarrer un autre thread. Alors, ce thread, c'est lui qui va se charger d'utiliser la socket client et communiquer avec ce client. S'il y a un deuxième client qui arrive, qui se connecte, il va falloir également créer un autre thread. Alors, pour chaque connexion, il y a une socket qui est créée, mais il faut démarrer un thread qui va se charger de communiquer avec ce client. C'est-à-dire, ce thread-là, c'est quoi son rôle? Read or write, input stream, output stream. Et quand il attend que le client 1 envoie la requête, il ne va pas bloquer les autres, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ici, donc, pour chaque client, nous allons déployer un thread. Donc, ça veut dire que ce modèle-là, dans ce modèle, si vous avez par exemple 100 clients qui sont connectés en même temps, vous avez besoin de créer combien de threads? 100. Si vous avez 1000 clients qui se connectent en même temps, vous avez besoin de 1000. C'est ça le problème de ce modèle. Donc, le problème de ce modèle, c'est que si vous utilisez beaucoup de threads, vous allez encombrer votre application avec les threads. Alors, chaque thread utilise une pile mémoire. Il consomme de la mémoire. N'est-ce pas? Et quand vous avez beaucoup de threads, le fait de switcher ou bien de commuter un thread de l'état exécutable vers l'état suspend, ça prend du temps. Donc, si vous avez beaucoup de connexions qui arrivent, vous allez voir que votre serveur, il devient trop long. Parce que vous avez beaucoup de threads qui sont créés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Alors, ça marche quand le nombre de connexions simultanées n'est pas très, très important. Si vous avez une centaine, ça marche. Si vous voulez créer, tout à l'heure, on va voir un exemple d'un serveur de chat. Si vous voulez créer un serveur de chat pour votre classe, vous allez voir que c'est hyper, il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez des milliers, alors là, ça ne marche plus, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que, en principe, donc, ce modèle, donc c'est le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Donc, c'est le premier modèle que vous devrez savoir implémenter. Et une fois que vous l'implémentez, il faut savoir que ce modèle-là, il a un inconvénient. Et c'est quoi l'inconvénient? C'est que, généralement, le serveur multithread avec des entrées-sorties bloquantes, il y a une limite à ne pas dépasser. Si vous utilisez un serveur comme Tomcat par exemple ou n'importe quel serveur, vous allez trouver dans la config ou bien Apache ou n'importe quel serveur, vous trouverez toujours le paramètre qui est le max pool thread. Le max pool thread, c'est-à-dire ce serveur-là ne peut pas dépasser par exemple 200 threads en même temps. C'est-à-dire il ne peut pas dépasser 200 threads.
C'est-à-dire, s'il y a plus de 200 requêtes en même temps qui arrivent, le serveur ne répond plus aux autres. Et dans ce cas-là, on parle de problème de montée en charge. Donc, si vous vous rappelez, j'en ai parlé le lundi. C'est le problème de montée en charge. Et le grand problème de montée en charge, c'est justement, c'est quand vous avez un serveur multithread, c'est que le problème, ce n'est pas dans la capacité de la machine. Ce n'est pas dans la capacité. Parce que, supposons, parfois vous avez un problème de montée en charge, vous voyez que le serveur, il devient trop lent. Quand vous regardez le taux d'utilisation des CPU, vous allez trouver qu'il est utilisé à 10%. Et vous regardez le taux d'utilisation de la RAM, il est à 20%. Et vous allez vous poser la question, mais c'est quoi le problème? Mais le problème finalement, c'est où? C'est dans la limite du nombre de threads. Alors si votre serveur est limité à 200 threads au maximum, ça veut dire que dès que les 200 requêtes sont consommées, plutôt s'il y a 200 requêtes en même temps qui arrivent, c'est-à-dire ils vont occuper les threads. Et les autres requêtes, ils sont mises en attente. Donc si la vitesse de traitement de chaque requête est rapide, il n'y a pas de problème. Parce qu'à chaque fois que requête répond, je libère le thread et il peut être utilisé par un autre. Mais sauf que le problème, c'est dans les applications de chat, c'est que les clients ne libèrent jamais les sockets. On est d'accord? Parce que quand je me connecte, dès qu'il y a un message qui arrive, je dois le recevoir. OK? Alors, ce qui fait que, en principe, donc ça c'est un modèle qui marche quand le nombre de clients connectés en même temps n'est pas très important. Mais en revanche, quand le nombre de clients connectés devient très important, alors il va falloir utiliser ce qu'on appelle un autre modèle, cette fois-ci, single thread, avec des entrées-sorties non bloquantes. Donc c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure, après bien sûr la démo. Donc nous avons dit que ce modèle-là, il a un inconvénient majeur, c'est que le nombre de threads ne peut pas dépasser une limite. Donc quand le nombre de clients connectés en même temps il devient important, le serveur devient très lent. Donc ce qui fait, en fait, le serveur il est souvent configuré à ne pas dépasser un maximum de threads. Donc si ce max est atteint, le serveur donc il met les connexions en attente. C'est pour cela qu'on dit que son modèle n'est pas scalable verticalement. J'en ai parlé la dernière fois. Donc ce modèle ne garantit pas la scalabilité verticale. Ça veut dire que même s'il y a encore de la ressource mémoire, de l'espace mémoire disponible, même s'il y a encore le taux d'utilisation des CPU, c'est-à-dire il est encore libre, le serveur à un moment donné, il ne répond pas tout simplement parce qu'on a atteint le maximum de threads. Donc ce qui fait que quand on utilise ce modèle-là, donc la solution pour répondre au problème de montée en charge, c'est la scalabilité horizontale. Alors la scalabilité horizontale, ça veut dire que le même serveur, on va le démarrer en plusieurs instances. C'est-à-dire le même service, on va le démarrer en plusieurs instances. Et quand vous démarrez le service en plusieurs instances, on va utiliser un load balancer qui fait qu'il va équilibrer les charges entre plusieurs instances. Donc si vous dites par exemple, j'ai un serveur, je l'ai configuré à ne pas dépasser maximum 200 threads. Ça veut dire que si je démarre 3 instances, ça veut dire que techniquement parlant, je peux connecter jusqu'à 600. N'est-ce pas? Si je démarre une dizaine d'instants, donc vous voyez donc par exemple les serveurs de chat, globalement pour répondre à toute la charge, il vous faut, généralement les serveurs doivent démarrer plusieurs instances. Alors tout à l'heure, donc je vais faire une démonstration avec un serveur chat qu'on va développer rapidement. Et je vous demanderai tout à l'heure vous-même de vous connecter via le client Telnet. Donc entre-temps, donc vous regardez dans votre machine si vous avez un client Telnet. Donc juste pour qu'on puisse faire un certain nombre de tests. Le client Telnet, c'est un utilitaire. Si vous travaillez sur Windows, vous regardez dans l'installation, l'ajout des programmes, vous trouverez les composants Windows et vous pouvez l'ajouter. Et pour vérifier, vous tapez Telnet et vous regardez si vous l'avez.
Si vous travaillez dans un environnement Linux, donc il faut l'installer. Donc client Telnet, c'est un outil que vous devrez utiliser pour tester. Bien. Alors ça, c'est le modèle dont j'ai parlé. Alors, regardez bien. Le modèle maintenant, c'est-à-dire que en fait, il y a une autre façon de faire qui est beaucoup plus intéressante, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le modèle non bloquant, ou bien le modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Comment ça se passe généralement? Donc ça, j'ai déjà parlé de ces inconvénients de ce modèle. Alors ça, c'est un client. Ça, c'est un client, comment le créer. Tout ça, on va y revenir sur la démo. Alors pour le modèle, voilà. Donc ça, c'est le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Et après, le modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes, qu'est-ce qui se passe généralement? Eh bien, on va utiliser, donc, je l'ai expliqué la dernière fois, mais je répète quand même. C'est que la première technologie qui a créé ce modèle, c'est la technologie Node.js. Et Node.js, c'est quoi? C'est du JavaScript côté serveur. Et Node.js était obligé de chercher une solution. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec JavaScript, on ne peut pas créer plusieurs threads. C'est un langage monothread. Alors, ce qui fait que Node.js a démontré que on peut bien créer un serveur avec un seul thread, mais en utilisant les entrées-sorties non bloquantes. Alors, avec Java, à partir de Java 7, il y a un autre package qui a été créé qui s'appelle Java Neo. Vous savez, dans Java, vous avez le package Java IO, Input-Output. C'est les entrées-sorties bloquantes. C'est là où vous allez trouver Input Stream, Output Stream, Reader, Writer. Et à partir de Java 7, il y a le package Java Neo. Alors Java Neo, c'est New Input-Output, c'est on gère les entrées-sorties de manière non bloquante. C'est-à-dire quand on fait les entrées-sorties non bloquantes, on ne va plus utiliser Input Stream, Output Stream, mais plutôt on va utiliser ce qu'on appelle les selectors, les channels et les buffers. Donc ça, c'est deux façons pour gérer les entrées-sorties dans Java. Soit de manière bloquante, avec le package Input-Output, IO, soit de manière non bloquante, avec le package Java.nio. Alors maintenant, le principe, l'architecture de ce serveur-là, comment ça se passe? C'est que quand on démarre le serveur, on démarre donc ce qu'on appelle un server socket channel. Il va utiliser un numéro de port. On va démarrer un single thread. Et on va utiliser ce qu'on appelle un selector. Donc en fait, le selector, c'est un composant qui est très important. Donc le selector, il est capable de servir plusieurs channels. C'est-à-dire qu'en fait, le selector, il va... tous les clients qui se connectent, tout simplement, le selector, il va surveiller leurs channels. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un client envoie une donnée, ou bien s'il demande une connexion, le selector, donc je répète, quand on démarre le serveur, donc on démarre un server socket channel, avec un single thread, on va utiliser un composant qui est très important dans le package Java.nio, c'est ce qu'on appelle le selector. Alors en fait, ce selector-là, il est capable de surveiller plusieurs channels. Alors tous les clients qui sont connectés, donc ils vont être surveillés par ce selector. On va faire tourner le serveur dans ce qu'on appelle un event loop, dans une boucle infinie comme ça, qui fait qu'à chaque moment donné, dès qu'il y a un client qui demande la connexion, le selector, il va notifier l'application et le server socket channel, il accepte la connexion. Mais comme on va utiliser des entrées-sorties non bloquantes, ça veut dire que en fait on va dire le serveur ne sera jamais bloqué. Donc on va toujours tourner dans une boucle infinie comme ça. Dès qu'il y a un client qui demande la connexion, j'accepte. S'il y a un client qui envoie les données, je les prends, je les stocke dans un buffer. Donc avec ce système-là, on peut résoudre le problème en utilisant un single thread. Donc le principe, c'est ça. C'est que quand un client demande une connexion, donc il y a automatiquement, en fait, il y a un événement. En fait, si vous voulez, au départ, qu'est-ce qui se passe? C'est que server socket channel, il va s'enregistrer dans le selector. Il va s'enregistrer, c'est dire tout simplement, on va dire au selector, c'est comme si server socket channel, il demande au selector
Si jamais il y a un client qui demande la connexion, dis-le-moi. Informe-moi. N'est-ce pas? Ce qui fait que dès qu'il y a un client qui demande la connexion, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, le sélecteur, il va, parce que ça tourne dans une boucle infinie. Le sélecteur, il détecte qu'il y a un client qui demande la connexion. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, server socket channel, il accepte la connexion, ce qui permet de générer ce qu'on appelle un socket channel. Et socket channel, ça permet donc de communiquer avec le client. Et maintenant, ce socket channel, la même chose, il va s'enregistrer chez le sélecteur pour lui dire, si jamais il y a un client qui envoie des données, tu m'informes. Donc, ce qui fait que dès que le client envoie des données, ben, le socket channel, il va lire, c'est-à-dire le thread, il va lire les données qui arrivent vers le socket channel. Alors maintenant, pour ne pas bloquer, pour ne pas utiliser des input stream, output stream qui bloquent, on va plutôt, les socket channels, ils vont lire et écrire sur ce qu'on appelle les buffers. Et la lecture et l'écriture sur les buffers, il n'est pas bloquante. Donc, ce qui fait que, avec ce modèle-là, donc nous allons démontrer à travers la démo qu'on est capable, à chaque fois il y a un client qui se connecte, on va l'accepter. S'il y a un autre client, on va l'accepter, même si on utilise un single thread. Ainsi de suite. Donc, on va avoir donc plusieurs socket channels qui vont être servis par le selector. Et dès qu'il y a un client qui envoie les données sur le socket channel, ben, le selector, il va notifier le thread et le thread va donc lire les données du buffer et il les traite. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'idée principale, c'est quoi? C'est que finalement, c'est que dans le modèle single thread avec les entrées-sorties non bloquantes, ben, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas consommer beaucoup de ressources. C'est-à-dire, avec un seul thread, on est capable de communiquer avec plusieurs clients en même temps. Ce qui fait que c'est un modèle qui est scalable verticalement. Alors, pourquoi il est scalable verticalement? Parce que il n'y a jamais une limite de nombre de threads. C'est-à-dire, tant qu'il y a de la mémoire, j'accepte les clients. Tant qu'il y a le CPU, j'accepte. Donc, c'est-à-dire, on est sûr de consommer toutes les ressources, les capacités d'un ordinateur. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est un modèle qui est scalable verticalement. Donc, ce qui fait qu'en termes de performance, si vous avez par exemple un cas où vous avez beaucoup de clients qui se connectent, il vaudrait mieux utiliser ce modèle, n'est-ce pas? Ce modèle single thread. Donc, ben, l'objectif, c'est que, parce que tout ça, on va l'utiliser dans les systèmes distribués avec Spring et tout ça. Mais dans ce cours-là des middleware, il faut qu'on expérimente ça. Il faut qu'on programme des serveurs pour comprendre déjà la différence avant de commencer à utiliser d'autres serveurs. Donc, vous voyez, donc ici, on va utiliser un package Java New dans lequel on utilise les selectors, les channels et les buffers.